Allez, on va y aller pour cette nouvelle démonstration avec Christophe Vérité et Florian Goutaudier de la société Tenable. Je vous laisse la parole et je vous laisse le micro. Merci. Bonjour à tous. Merci d'être venus en nombre aujourd'hui à cet atelier sur le thème, atelier Tenable, sur le thème de la gestion du risque et la communication autour du cyber-risque, plus exactement. Vous connaissez sûrement notre société, on va en parler dans un instant. Donc, je suis accompagné aujourd'hui de Christophe Vérité, qui est également, comme moi, consultant avant-vente chez Tenable. Pour ceux qui ne connaissent pas, qui sont venus peut-être par hasard ici, qui sont assis parce qu'ils trouvaient les slides beaux, et bien en fait, Tenable, on nous connaît essentiellement sous le nom de Nessus initialement, puisque notre scanner de vulnérabilité est connu et un des plus utilisés, si ce n'est le plus utilisé à travers le monde. Ce scanner de vulnérabilité, c'est un peu le socle de notre solution. Très clairement, on est connu comme étant le leader. C'est un des derniers résultats d'une enquête d'une étude faite par Forrester Research le dernier trimestre de l'année 2019. Leader aussi bien en termes de stratégie, d'offres proposées, que sur des aspects techniques, évidemment. Et ça, c'est une étude qui vient corroborer ce que nous savions déjà, si je puis dire, une enquête de l'institut indépendant Principal Technology qui nous plaçait également premier sur plusieurs aspects, sur d'une part la découverte des vulnérabilités, la couverture de ces vulnérabilités. À l'heure actuelle, notre scanner de vulnérabilité dispose de plus de 139 000 plugins, pour être exact. Les plugins recouvrent à la fois la capacité à identifier les applications, les systèmes et les vulnérabilités associées à ces applications et systèmes. On est également connu pour notre acuité, la capacité à avoir un très faible taux de faux positifs. C'est important quand on a un scanner de vulnérabilité. Et on est capable également, avec ce scanner, que ce soit par l'intermédiaire de scans actifs, par l'intermédiaire d'agents, mais également par l'intermédiaire de scans passifs, de découvrir des assets à tout niveau, que ce soit sur l'IT traditionnel, dans le monde de l'OT, également sur le cloud. On est capable de s'interfacer avec différents acteurs du cloud, les hébergeurs principaux. Et je terminerai juste sur le fait qu'on a également une équipe de recherche qui est à la pointe, puisqu'on a découvert plus de 130 0D sur l'année 2019. Donc ça fait partie un peu de notre vitrine, hein, c'est notre faire-valoir. Nos équipes de recherche, dont certaines sont en France, puisque, je ne l'ai pas précisé au départ, notre scanner de vulnérabilité a été initialement créé et développé par un Français, Renaud Deraison, qui a fondé Tenable aux États-Unis, près de Baltimore. Je vais passer la main tout de suite à Christophe. Merci Florian. Ok. Un point important aussi qui est à souligner, Tenable a fait une acquisition en décembre 2019. On avait de plus en plus de demandes sur une problématique de convergence du monde OT vers l'IT. Donc Tenable a décidé de rester leader bien sûr sur la partie IT, et par cette acquisition donc, de cette société Indigi, qui existe depuis 2014, nous avons aujourd'hui la possibilité de positionner des solutions orientées OT et donner une visibilité complète dans ces environnements industriels. Et l'idée, c'est de pouvoir converger les informations que notre Nessus Scanner va pouvoir détecter et les sondes Indigi vont pouvoir aussi détecter sur une ou plusieurs consoles d'administration. Donc pour faire une petite présentation rapide de nos différentes solutions, Tenable aujourd'hui se présente avec 2 plateformes de management pour les entreprises. Une plateforme on-premise, son nom Tenable AC, une plateforme dans le cloud Tenable.io, et avec ces 2 plateformes, on va pouvoir couvrir tout type d'assets. C'est-à-dire qu'on est capable de détecter l'état de santé des différents assets, que ce soit des assets traditionnels, que ce soit des assets modernes de type cloud, web, conteneur. Et avec l'acquisition d'Indigi, aujourd'hui, nous sommes en position de vous donner une visibilité complète sur l'état de santé de l'environnement industriel. Donc pour ceci, comme le disait Florian, on utilise différents moteurs, donc notre Nessus Scanner,
qui va faire du scan actif, ou on a aussi la possibilité de faire du scan passif, positionner des agents pour tout ce qui est post-nomade, et pour tout ce qui est analyse d'assets modernes, on va s'appuyer sur des technologies et des moteurs dédiés pour ces environnements-là, pour tout ce qui est analyse conteneurs et web application scanning. Nos plateformes peuvent s'intégrer dans vos architectures existantes, soit par des connecteurs, on va pouvoir s'interfacer avec vos CMDB, vos solutions de SIEM, etc. Ou alors on fournit une API qui permet de s'interfacer avec des solutions tiers. Ces deux plateformes peuvent être connectées à notre plateforme de cyber risk, c'est-à-dire que par la couche Lumine, on va être capable de vous donner une visibilité sur le pourcentage de vulnérabilité ou le pourcentage de menaces qui pourraient être exploitées dans votre architecture. Et on va apporter aussi une notion de benchmarking, vous permettant de voir votre positionnement par rapport à l'état des menaces circulant sur Internet. Donc juste une petite copie d'écran représentant Tenable.sc, donc la plateforme on-premise, et une copie d'écran de Tenable.io, sur lequel on va plutôt s'orienter sur une démonstration qui nous semble plus judicieux par rapport à un grand discours. Donc pour ceci, on va jouer deux rôles. Je vais jouer le rôle d'un responsable de R&D pour la société Acme, et Florian va être le responsable de la sécurité de cette même et unique société. Voilà. Et en même temps, on va vous faire une démonstration dans cette plateforme Tenable.io. Me fais pas le chat noir. C'est l'effet Monaldi. C'est l'effet, j'ai pas de connexion, mais elle va arriver. Voilà. Excusez-moi pour cette petite attente. Non, c'est bon. C'est bon en fait. Je suis connecté à mon téléphone. Voilà, très bien. Donc ici l'interface de Tenable.io, donc la console cloud. Je vais tout de suite me focaliser sur le tableau de bord principal sur lequel, quand on se connecte, on arrive directement sur ce tableau-là. On a différents tableaux de bord. On en a des centaines qui sont entièrement personnalisables avec différents composants. Donc tout ça est vraiment modulable. Ici, vous avez le tableau récapitulatif des actifs scannés et des vulnérabilités associées à ces actifs. Donc typiquement ici vous avez des statistiques sur l'ensemble de ces actifs. On va pouvoir se focaliser par exemple sur les actifs qui ont été découverts, puisque en général la première étape c'est découvrir effectivement les actifs où qu'ils soient, encore une fois cloud, IT traditionnel, etc. Et on va retrouver ces différents assets ici présents. On va avoir également la capacité d'utiliser des filtres pour savoir par exemple sur quelle source on va se focaliser. On va retrouver nos différents connecteurs dont je parlais, donc AWS par exemple, Azure, Google Cloud, les assets on-premise avec Nessus, le scanner passif, les agents qui sont ici présents. On a également dans ces tableaux de bord différents, donc je vous le disais, différents composants qui permettent d'évaluer très rapidement quel est l'état de santé de son organisation. Et on va avoir également des informations sur les vulnérabilités, la criticité de ces vulnérabilités, est-ce qu'elles sont exploitables. On a différents tableaux de bord. On a également un scoring, ici VPR, on va sûrement en parler, qui permet justement d'avoir une vision très rapide sur les vulnérabilités critiques. Ah, on a un petit souci. Ça vient de sauter là, à l'instant là. Là, pour le coup, c'est l'effet Bonaldi. Ah, parfait. C'est bon ? Alors, moi, il y a des choses qui m'intéressent, Florian. Tu me parles de VPR. Moi, je ne suis pas du tout dans le monde de l'IT. Je suis responsable du R&D. Tu pourrais me donner plus de détails sur ce notion VPR là, parce que j'y comprends rien, moi. Très franchement, j'y comprends rien.
Alors, VPR, c'est une nouvelle notation qu'on a mis en place l'an dernier, qui vient non pas, qui rentre pas en compétition avec CVSS, la notation traditionnelle qui va de 0 à 10, mais qui vient suppléer CVSS. Son idée, en fait, c'est, contrairement à CVSS qui est un score statique, d'avoir ici un score dynamique par rapport aux vulnérabilités. Dynamique et qui prend en compte le contexte de la menace, le contexte des vulnérabilités. Typiquement, on va avoir des informations. Je vais directement vous prendre un exemple qui va sûrement parler à tout le monde. Bluekeep. Donc typiquement, par exemple, sur Bluekeep, j'en avais une vulnérabilité Bluekeep. Je l'avais ce matin. Peu importe, on va prendre un autre exemple ici. Typiquement, sur cet exemple ici, on a un score VPR qui est à 8,9. Ce score VPR, en fait, il tient compte d'un certain nombre de facteurs, qui permettent de déterminer de façon plus juste cette vulnérabilité, le score de cette vulnérabilité. On va tenir compte, donc, comme je vous le disais, le paysage des menaces. Est-ce que cette vulnérabilité en ce moment est largement utilisée pour être exploitée par un malware? Est-ce que pour qu'un malware se propage, cette vulnérabilité est utilisée? Est-ce que en ce moment, cette vulnérabilité est facilement exploitable? Est-ce qu'il y a un exploit qui est disponible sur le marché noir de la cybercriminalité, sur le darknet, sur le dark web? Est-ce que ce partage d'exploits est largement répandu? L'ensemble de ces facteurs, excusez-moi, dépend aussi par exemple de la maturité du code de l'exploit. Tous ces détails, vous les avez ici. Avec, typiquement, on peut avoir des informations sur est-ce qu'il y a en ce moment une exploitation qui est faite par un malware, quel est le framework qui est utilisé pour exploiter cette vulnérabilité. Toutes ces informations, encore une fois, permettent de donner un score qui va de 0 à 10, tout comme les CVSS, mais qui est mis à jour de façon journalière. Alors, moi, je trouve ça très intéressant, Florian, d'avoir ce type d'information qui permet d'orienter les équipes IT sur des priorités à fixer. Mais moi, ce que j'aimerais avoir comme information, c'est une visibilité sur mes serveurs ou mes postes de travail dans mon pôle R&D et me donner une visibilité sur ces assets qui seraient le plus vulnérables. Parce que j'imagine, tu le sais, un asset peut avoir la même vulnérabilité, mais selon sa position dans mon architecture, l'attaque ne sera pas la même ou l'exploit ne sera pas du tout exploité de la même façon. Alors tout à fait, c'est effectivement une des problématiques qu'on rencontre très souvent de la part de nos clients, c'est le fait que telle ou telle vulnérabilité n'aura pas forcément le même impact en fonction de tel ou tel actif. Tous les actifs ne se valent pas non plus. La sensibilité de ces actifs dépend vraiment de leur typologie. C'est la raison pour laquelle on a mis en œuvre un outil qui s'appelle Lumine, qui est un outil de cyber-risque, qui permet d'évaluer le risque en fonction d'autres critères que simplement la vulnérabilité elle-même. Donc on a vu qu'il y avait l'exploitabilité de la vulnérabilité avec VPR, la nouvelle notation VPR, mais il y a également cette notion de scoring, de pondération de l'asset qui rentre en ligne de compte. Donc on a, à travers Lumine, un certain nombre de paramètres qui rentrent en ligne de compte qui permettent d'afficher une posture. Typiquement, ici, on va avoir un score de 0 à 1000, qui est le fameux score CES, qui permet d'avoir un score de cyberexposure et qui permet de tenir compte de la posture de l'organisation. Mais on va avoir également un découpage par business unit qui est possible. Ce qu'on voit ici, et j'espère que vous voyez tous, ce découpage par business unit, qui peut être un découpage par entité, qui peut être un découpage selon des critères qui vous sont propres, va permettre d'avoir un score pour chacun de ces découpages et permettre ainsi d'afficher la posture par business unit. Et donc, typiquement, on prenait l'exemple de ton équipe de recherche. Ici, Business Unit Research permet d'avoir un score de cyberexposure qui va tenir compte de la pondération de l'asset et de la criticité des vulnérabilités sur chacun de ces assets. Oui, je comprends l'approche, mais j'ai du mal à comprendre l'analyse que vous faites sur ces assets. Tu parles d'ACR, des choses comme ça. Tu pourrais me donner plus de détails parce que il y a des choses qui m'échappent.
Alors effectivement, je ne suis pas rentré dans les détails encore de l'ACR, donc cette fameuse pondération des actifs. Ici, je me suis focalisé, j'ai cliqué, vous l'avez vu, directement sur la partie Business Unit Research, et j'arrive sur cette fameuse heatmap, ou carte thermique en français, qui permet de tenir compte justement de cette notion d'ACR, donc les actifs les plus critiques avec les vulnérabilités les plus critiques. De cette manière, on peut très facilement se focaliser sur ce qui est le plus critique au niveau des vulnérabilités, le plus critique au niveau des actifs, les plus sensibles potentiellement. Alors, effectivement, quand on regarde par exemple ici ces actifs les plus critiques, on va précisément, donc je vais me focaliser, pardon, je reviens ici. Donc ici, par exemple, je vais me focaliser sur les 14% des assets les plus critiques. Donc je vais avoir mes assets ici, qu'on voit certains d'entre eux. On voit par exemple celui-ci, un FortiGate, avec un système FortiOS. On voit que son ACR est à 10. Si je rentre un petit peu plus dans le détail de cet actif en particulier, je vois ici des key drivers, des facteurs qui me permettent de déterminer de façon automatique. Ce que je n'ai pas dit encore, c'est que cette pondération est calculée de façon automatique. C'est-à-dire qu'on va, en fonction de certains critères, comme par exemple l'exposition de cet asset, quels sont les services qui sont portés par cet actif? Est-ce que cet actif est un serveur? Est-ce que c'est un client? Est-ce qu'il est dans un emplacement géographique particulier? Est-ce qu'il appartient à telle ou telle personne? Et en fonction de cet individu, effectivement, il sera plus ou moins critique. Alors moi, j'ai une petite question, Florian. Tu me parles de pondération automatique. Moi, je suis désolé. Comment je peux avoir confiance à votre système? Et est-ce que j'ai la possibilité de faire mes propres modifications pour définir ma propre pondération? Très bonne question, Christophe. En fait, alors ça, c'est un vrai sujet. Effectivement, on a... alors, par défaut, ce calcul est automatique. Il dépend de la maturité du scan. La maturité du scan, c'est quoi? C'est plusieurs choses. C'est la fréquence de ces scans. Évidemment, plus la fréquence est importante, plus la pertinence des scans l'est aussi. La profondeur de ces scans, est-ce qu'on fait des scans authentifiés ou non? Évidemment, un scan authentifié aura plus de pertinence lui aussi. Est-ce qu'on agit par l'intermédiaire d'un agent? Est-ce que c'est un agent? Est-ce que c'est agentless? Est-ce que le scan est authentifié? Est-ce que le scan est fait régulièrement? Donc tous ces paramètres influent très clairement sur la pondération. Maintenant, ta question c'était aussi, est-ce qu'on peut gérer soi-même cette criticité? Oui, on peut le faire. Ce calcul est automatique, mais il peut aussi être personnalisé, il peut être aussi changé manuellement. Il suffit d'aller ici, comme vous le voyez. On peut changer manuellement, définir son propre score, le moduler à sa guise, expliquer pourquoi on l'a modifié. On peut le faire de façon groupée, automatiser avec ses critères personnalisés ce changement. Là, je vous montre un changement manuel ponctuel, mais on peut bien sûr le faire de façon plus générale et de façon groupée. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, ça répond à ma question. Merci, Florian. J'ai vu que lorsque tu t'étais connecté sur la première page, on avait possibilité de définir des zones. Voilà, on voit qu'il y a des zones qui peuvent être basées sur de la localisation, sur des groupes, etc., ou des groupes dynamiques. Ça, c'est très intéressant. Maintenant, moi, ce que j'aimerais avoir, c'est d'avoir une visibilité sur les solutions à apporter sans que ça soit hyper technique. Parce que moi, les gens qui vont fixer les correctifs sur mes serveurs, ils connaissent pas grand-chose à la sécurité, ils installent des patchs. Okay. Est-ce qu'on a une possibilité d'apporter ce type de solution? Alors oui, effectivement, c'est quelque chose qu'on a intégré directement à notre solution, donc à notre couche de cyber-risque, Lumine. Et pour voir très facilement, effectivement, avec ce découpage par business unit, les différentes actions de remédiation qu'on peut mettre en place, je vais repartir sur cette unité de recherche qui te concerne. Je vais très vite voir, je reviens sur cette carte thermique qui est très intéressante. Alors on a le même type de carte thermique pour la notion de scoring VPR, cette fameuse notion de criticité des vulnérabilités en fonction de leur exploitabilité. Ici, ce qu'on voit, on voit donc les assets les plus critiques, les vulnérabilités les plus critiques, on les a croisées, ces informations. Et ce qu'on voit ici à droite, c'est les actions de remédiation qui peuvent être entreprises en fonction des vulnérabilités identifiées. Donc si je clique typiquement sur les actions de remédiation nécessaires pour ce qui est le plus critique, eh bien je vais avoir l'ensemble des solutions prioritaires, des actions de remédiation prioritaires à mettre en œuvre.
on est capable d'évaluer que globalement, sur cette notion de VPR dont je parlais tout à l'heure, ça représente à peu près 3% en général, hein, c'est une moyenne, chez nos clients, 3% des vulnérabilités les plus critiques à remédier. Et donc ici, typiquement, on va avoir les solutions à remédier, les solutions à appliquer pour pouvoir remédier telle ou telle vulnérabilité. Et on va avoir bien sûr plus de détails si on clique sur chacune d'entre elles. Le nombre d'actifs affectés par cette vulnérabilité, le nombre d'instances sur lesquelles cette vulnérabilité se trouve, et derrière d'autres informations du type le code d'exploit, est-ce qu'il est mature ou non. Et ça, c'est encore un élément qui est important, évidemment, dans le potentiel d'exploitabilité de la vulnérabilité. Et ça, c'est vrai, évidemment, pour chaque business unit. C'est vrai pour ta business unit de recherche, mais c'est vrai aussi pour d'autres, pour toutes les business units, tous les découpages qu'on a effectués au départ. Et pour conclure, comme ça on sera dans le timing, je suis à la tête d'une société de recherche. Il y a un nouveau virus qui circule, donc je dois trouver l'antidote. Moi, j'aimerais connaître mon positionnement, je dirais, sur mes différents assets d'un point de vue sécurité par rapport à mes compétiteurs et savoir où j'en suis, si je me sens protégé dans mon architecture. Alors très bien, c'est effectivement quelque chose qu'on offre. Effectivement, on parle de, j'aime pas le terme, il est pas très beau, mais on parle de benchmarking, on va dire analyse comparative. En français, analyse comparative par rapport à deux aspects. Ici, en bleu clair, on voit notre courbe, c'est-à-dire c'est notre cyber exposure score, quelle est la tendance, quelle est la tendance générale quant au nombre de vulnérabilités et leur criticité sur l'ensemble de mon organisation. Bien sûr, je peux aussi faire ce découpage par business unit, de la même manière avoir ces tendances par business unit. Et ce qui est intéressant, et pour répondre à ta question, on peut également se comparer par rapport à un secteur d'activité particulier. Si vous êtes dans un secteur d'activité particulier, vous aurez une courbe de tendance comparative relative à votre secteur de votre métier. Hein. Et on a également cette même courbe de tendance. Alors ici, elle n'est pas très représentative pour être honnête avec vous, mais une courbe de tendance qui est aussi relative cette fois-ci à l'ensemble de la population, l'ensemble finalement de nos clients qui souhaitent remonter l'information. Donc ces courbes de tendance permettent effectivement de s'évaluer non seulement au sein même de votre organisation, de pouvoir se comparer entre business units, savoir qui fait les meilleurs efforts et qui adopte les meilleures pratiques, je serais tenté de dire, et également par rapport à d'autres clients, d'autres clients dans un même secteur d'activité ou de façon plus générale. Voilà. Oui. Merci Florian. Ouais, en tout cas, pour moi, c'est très clair. J'espère pour vous aussi. Il nous reste 5 minutes. Donc éventuellement, on peut en profiter si vous avez des questions. Après, notre stand est juste derrière, le D48. Donc n'hésitez pas, il n'y a pas de questions stupides. Ou sinon, rendez-vous sur le... Faites-moi signe. Bonjour, j'avais une question. Dans toutes les solutions qu'on commence à voir maintenant, je trouve que le risque est pris de manière... dans toutes les solutions, on voit une carte des risques. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir une console unifiée des risques. Est-ce qu'il est à envisager, d'ailleurs c'est ce que montre le club EBIOS de plus en plus, alors que ce soit EBIOS, Egeri pour des solutions software ou EBIOS ou Méhari, enfin en tout cas, est-ce qu'il est à envisager d'avoir... une convergence des solutions qui vont à un moment donné cartographier le risque de mon entreprise, parce que là vous allez loin, vous dépassez le score CVSS avec un score optimisé, donc c'est déjà pas mal. Sur le comportement, vous comparez avec le secteur dans lequel on se situe, mais moi je veux coller au plus fort de mes assets, qu'est-ce qui est important à protéger, et donc du coup je veux avoir ça dans un dashboard qui me dit oui là vraiment il faut agir, c'est en mode urgence, faut le faire. Alors comme on vous le disait en début de session, en fait on a beaucoup de partenariats techniques, vous en avez nommé quelques-uns, où on a des connecteurs qui sont déjà présents dans nos solutions permettant justement d'échanger en bidirectionnel, donc récupérer des informations, pousser des informations sur le résultat de nos scans. Et si les connecteurs ne sont pas créés, on peut s'appuyer sur notre API permettant d'alimenter, je veux dire, ce type de plateforme. Je rajouterais juste par rapport à ça le fait que
Je le disais très rapidement tout à l'heure, mais on peut aussi personnaliser effectivement ces critères. Et ces critères de personnalisation quant à la pondération, que ce soit sur la criticité des actifs ou la criticité des vulnérabilités, elle peut être adressée aussi par rapport à des critères très très personnels qui peuvent être hérités des connexions qu'on peut faire avec d'autres outils tiers, dont ceux dont vous parliez tout à l'heure. Donc ça, c'est possible de dire, voilà, en fonction de ces paramètres qui ont été remontés, je choisis de mettre une pondération qui soit inhérente justement à ces connecteurs, aux informations qui sont remontées par les connecteurs. Ouais. Bonjour, merci pour votre présentation. Moi, j'ai des clients qui sont sur le web, sur Amazon par exemple, et j'ai aussi le même genre de... J'ai ce besoin-là, par exemple, pour ces clients, et la même chose pour mon réseau interne. Est-ce que je peux tout avoir sur le même... Oui, d'accord, merci. Oui, alors tout à fait. En fait, on a différents connecteurs. J'en parlais très rapidement là aussi au tout début. On a différents connecteurs pour toutes les plateformes d'hébergement cloud, AWS, Google Cloud, Azure. Et ces connecteurs permettent de suivre en continu. En gros, on va suivre les journaux de log, d'événements, par exemple sur AWS, pour citer que ça. Et on va être capable également de déployer des scanners actifs sur des VPC typiquement, faire du multi-VPC scanning et pouvoir remonter l'ensemble de ces informations sur la console que vous voyez ici. La console I/O est celle justement qui permet à la fois de cumuler les assets on-prem et les assets cloud. Donc oui, effectivement, on peut avoir une vision unifiée. Bonjour. Là, vous nous avez présenté Lumine sur Tenable.io. Est-ce que c'est aussi disponible sur Tenable.sc? Alors, très bonne question. J'en ai effectivement pas parlé. Le connecteur Tenable.sc existe déjà, effectivement. Ce connecteur permet en fait de fournir des informations. Alors, toute l'intelligence pour calculer cette pondération dont on parlait, la criticité des actifs, est dans le cloud. Ce qui signifie que, dans tous les cas, ce connecteur permet de lier notre cloud collaboratif avec l'instance Tenable.sc on-prem. Mais c'est effectivement, grâce à ce connecteur, on va être capable de remonter les informations, le score va être calculé et redescendu sur les différents assets sur notre instance Tenable.sc. Donc oui, il existe d'ores et déjà, il est disponible depuis fin décembre, si je ne me trompe pas, ou début d'année, j'ai un petit doute, fin décembre. Et effectivement, on a déjà ces informations-là qui sont remontées. Il nous reste quelques minutes pour prendre encore une ou deux questions. Sachez en tout cas, si vous avez d'autres questions, peut-être un petit peu plus tard, dès 48, là-bas. on est juste là-bas, on n'est pas très loin. Ah, il y a un monsieur qui a une question encore. Oui, bonjour. Moi, je serais intéressé de savoir comment vous gérez les habilitations à votre outil, parce que vous venez de dire qu'il y a possibilité de modifier le scoring. Est-ce que derrière, on a une trace? Est-ce qu'on a les causes, les raisons? Et qui est habilité à modifier le scoring? Alors, effectivement, on peut, je le disais, modifier de façon personnalisée les scorings. Je le montrais très rapidement tout à l'heure. Je vais le remontrer très rapidement ici sur quelques assets. Si on prend n'importe quel asset, donc j'avais montré qu'on peut modifier effectivement cette pondération ici, la CR. On peut donner un justificatif particulier ici. Je ne l'ai pas présenté tout à l'heure. Donc donner une note particulière pour dire pourquoi on a modifié ce scoring. On peut automatiser ce process-là et on peut surtout définir des rôles qui nous permettront, donc on a différents rôles qui permettent de dire cet utilisateur a le droit de faire cette modification, celui-là n'en a pas le droit, il a simplement la possibilité de visualiser l'ensemble des scores qui sont fournis. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Ouais. Et toute modification est loguée. Toute dernière question. Ok, je pense qu'on peut les applaudir. Merci à tous. Christophe Vérité et Florian Goutaudier, merci pour votre démonstration. Et on reprend à 10h45.